Alors effectivement, cette conférence, vous le disiez dans le petit fascicule, est la 7e d'un cycle consacré à la présentation des principales conclusions de la nouvelle histoire de Montpellier, qui a été publié chez Privat, et au lieu de mémoire du Midi, qui fait écho au livre paru, donc aux Indes savantes, Ombre et lumière du Midi, du sud de la France, les lieux de mémoire du Midi. Donc, j'ai par 2 fois traité ici même des Juifs de Montpellier et des Terres d'Oc, qu'il me soit donc permis de développer quelque peu le dossier des lieux de mémoire du Midi à partir donc de mes 2 contributions aux 2 beaux volumes dirigés par Christian Amalfi. Alors, dans le Midi de la France, une présence juive exceptionnelle qui remonte au 1er siècle de l'ère chrétienne autorise la recension de vestiges archéologiques. La lampe d'Orgon du 1er siècle, qui a été retrouvée dans les années 60 et qui témoigne d'une implantation hébraïque qui remonte à des temps immémoriaux. On a retrouvé une lampe à huile avec, sur la face, une menorah, un chandelier à 7 branches, un candélabre. C'est un siècle crucial pour le peuple juif, n'est-ce pas, puisque c'est la diaspora, il erre de par les nations, c'est le siècle de Jésus, et c'est l'arrivée aussi, ou le développement des 2 courants judaïques issus du temple de Jérusalem, qui n'existe plus, et les juifs diasporiques emmènent dans leurs valises 2 nouveaux courants qui succèdent, les juifs de la synagogue et les juifs de Jésus, qui lentement mais sûrement donneront une vraie religion monothéiste à part entière, effectivement, le christianisme. Donc, la lampe d'Orgon au 1er siècle, qui est la plus ancienne trace d'une présence juive dans l'ère hexagonale. La pierre de Narbonne, nous allons y revenir, qui est datée du 7e siècle, n'est-ce pas? La pierre votive de Béziers, de 1209, qui rappelle les meurtres subis par les Juifs lors de la croisade des Albigeois. Les collectivités juives ont connu effectivement un âge d'or, ont constitué en Languedoc un foyer exceptionnel au XIIe et XIIIe siècle. Alors, d'abord traditionnel, a donné aux sciences bibliques et exégétiques, le Tanakh et le Talmud, n'est-ce pas? Ces collectivités s'ouvrent ensuite aux sciences plus profanes, avec l'arrivée de coreligionnaires andalous, des intellectuels, entre guillemets, qui fuient les persécutions almohades et dont un bon nombre vient trouver refuge, n'est-ce pas, en Languedoc, notamment à Lunel, le lignage des Thibonides, des Thibonnes, Thibonne en arabe veut dire la paille, et à Narbonne avec les Kimri, dont le fils, David Kimri, restera à la postérité sous l'appellation le prince des Grammairiens, auteur du fameux Sefer Ashorachim. Alors cette internationale andalouse, pour reprendre les termes de Moshe Hidel, professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem, qui est le plus grand savant en matière de recherche kabbalistique, les Juifs au sud de l'Andalousie, les Juifs d'Al-Andalus et leurs descendants, doivent effectivement prendre le chemin de l'exil avec l'arrivée des Almohades qui prônent un islam rigoriste, et les Juifs qui ne veulent pas embrasser la foi mahométane, qui ne veulent pas mourir, eh bien s'exilent, et une bonne partie vient en Languedoc, quand d'autres préfèrent le versant oriental, le cas de la famille Maïmon par exemple, qui s'arrêtera un temps à Fès au Maroc, puis ensuite à Foustat au Vieux-Caire, où le fils Maïmon, Moïse Maïmon, deviendra le médecin du ministre de Saladin, le fameux auteur Maïmonide du, Moreh Nevuchim en hébreu, le guide des perplexes, mal traduit par guide des égarés, ou en arabe, le Dalalat al-Hayrin. Donc, ici, nous avons l'arrivée de juifs andalous, à Lunel, à Narbonne, qui sont effectivement pétris d'une culture différente, nourris aux sciences arabes. Nous sommes au moment de l'âge d'or du monde arabo-musulman, c'est le Moyen-Âge, la langue du savoir, c'est l'arabe, n'est-ce pas? Et va se forger dans ce midi réceptif une école de traduction de l'arabe vers l'hébreu, de la production exégétique, poétique, mais également philosophique, scientifique, médicale, issue des terres ibériques. Montpellier, par exemple, a été tolérante et a accueilli ces juifs pétris de sciences, philosophie aristotélicienne, médecine arabe médiévale, et Montpellier ne le regrettera pas, puisque c'est l'arrivée, n'est-ce pas, de ces juifs andalous qui va booster, entre guillemets, pour employer un vocable contemporain, la science à Montpellier. Donc les sciences juives et la science profane, la science tout court, puisque si Montpellier est escalé aujourd'hui, elle le doit en grande partie à son université, donc à l'école de médecine et des rencontres judéo-chrétiennes autour du savoir gréco-arabe. Nos juifs multilinguistes, des cénacles de
de savants hébraïsants, arabisants, hellénisants, latinisants, n'est-ce pas? Ces passeurs de culture, eh bien, leur rôle fut déterminant dans le développement de la pensée scientifique et il s'est produit ici des transferts culturels sans précédent. Alors, vous allez me dire, que reste-t-il de ce passé glorieux aujourd'hui? Eh bien, le paradoxe, c'est que les Juifs du Languedoc, qui sont bannis très tôt, en 1306 par Philippe le Bel, qui est le premier à expulser les Juifs de France, Charles VI une dernière fois en 1394, eh bien, ces expulsions du XIVe, et notamment la première de Philippe le Bel, met un terme brutal à l'existence de noyaux juifs prospères qui ont laissé des vestiges tangibles. À Montpellier, qui ne connaît pas aujourd'hui le mikvé du XIIe siècle, le bain rituel juif, dans le Montpellier historique, rue Baralerie, providentiellement conservé grâce à la ville de Montpellier, et le fameux rituel liturgique hébraïque médiéval de la collectivité, et qui est conservé, je crois, ici même, si je ne m'abuse, aux archives municipales, dit Marzor de Montpellier. Nous y reviendrons. Marzor en hébreu veut dire cycle. C'est un livre des grandes fêtes du judaïsme, Rosh Hashanah et Kippour, le Nouvel An hébraïque et le Jour du Grand Pardon, qui a été écrit par des Juifs qui se sont exilés dans le comtat venessin, parce qu'ils étaient des persona non grata, et ils devaient partir en 1394 par Charles VI, l'édit d'expulsion, et ils vont trouver refuge dans le comtat venessin sous l'autorité du pape d'Avignon, et ils s'établiront essentiellement dans 4 villes qui resteront à la postérité sous les noms des Arba Keilot, les 4 villes saintes du judaïsme. C'est un clin d'œil aux 4 villes saintes du judaïsme antique, Jérusalem, Hébron, Tibériade et Safed. Et évidemment, il s'agit d'Avignon, de Carpentras, de Cavaillon et de l'île sur la Sorgue. Ce Marzor est daté de fin XIVe, début XVe. Il a été acquis par la ville de Montpellier en 2008. C'est un vestige livresque remarquable. C'est un manuscrit quasi exceptionnel, puisque nous avons des Marzorim de Tzarfat, c'est-à-dire la France du Nord, Marzor Vitry, de terre ashkénaze, c'est-à-dire Allemagne, Europe de l'Est, de terre séfarade, c'est-à-dire Espagne et bassin méditerranéen, mais de Provence, de Provincia, c'est-à-dire au Moyen-Âge, Provence, Languedoc. On n'en a pas beaucoup. Donc c'est une chance pour Montpellier et pour les archives de posséder ce vestige livresque. Donc pour retenir rapidement 2 vestiges du Moyen-Âge, exceptionnels pour la France aujourd'hui, le mikvé, qui est d'ailleurs cachère, et le Marzor, qui pourrait être utilisé pour les fêtes de Tishri, pour les fêtes effectivement austères. Donc voilà pour ces 2 vestiges de Montpellier. On y reviendra sans doute tout à l'heure. Donc je parlais de la lampe d'Orgon, de la pierre de Narbonne, on va développer, également de celle signalée aussi à Béziers-au-Lot. Ce sont des traces qui renvoient à un passé juif glorieux en Languedoc, qui donc a été une terre d'accueil pour des réfugiés andalous, porteurs du legs gréco-arabe et qui ont suscité des transferts sans précédent, mais aussi des controverses inter-iudéos, 2 courants judaïques qui se sont affrontés, d'ailleurs autour de la pensée maïmonidienne. La lampe d'Orgon du 1er siècle, la pierre tombale de Narbonne. Quesaco. Cette pierre tombale de Narbonne, c'est un texte funéraire, c'est d'ailleurs la plus ancienne trace d'une présence juive en Languedoc-Roussillon. Elle est datée du 7e siècle, à épigraphie latine, un texte à épigraphie latine qui se clôture par 3 mots hébreux, Shalom al Israël, paix sur Israël, c'est-à-dire paix sur le peuple juif. C'est une pierre tombale des années 600 du 7e siècle, qui désigne l'inhumation précipitée de 3 défunts, les enfants de Paragorus, Justus, Matrona et Dulciorella. Donc effectivement, les 3 mots paix sur Israël confirment une appartenance juive. Une épidémie serait à l'origine de cette inhumation groupée et de cette gravure de stèles réalisée, je cite, dans les plus grandes hâtes et économies. Cette pierre, dite la plus ancienne de France, est conservée au musée d'art et d'histoire de Narbonne, au Palais des Archevêques, et elle prouve, pour le haut Moyen-Âge, une implantation juive languedocienne. Ancienneté attestée par des légendes faisant de Charlemagne en personne l'instituteur d'une royauté juive à Narbonne.
Dans la provincia, donc des textes hébraïques qui correspondent en gros aujourd'hui à l'Occitanie, englobent les espaces actuels languedociens, provençaux. On peut mordre sur le comte avenecin, même si aujourd'hui, c'était une enclave pontificale non française jusqu'à la Révolution, même si aujourd'hui le comte avenecin c'est en Provence. Une histoire presque heureuse qui définit pour les Juifs méridionaux leur passé médiéval. Des documents écrits l'attestent à partir du Xe, mais il faut attendre le XIIIe pour tracer une carte plus précise de leur implantation. À cette époque, villes et bourgs ruraux abritent des Juifs aux activités diverses de négoce, de petits prêts, de médecine. À Montpellier, ils ont le monopole des soieries et des étoffes. Et le XIIIe nous renseignera sur l'histoire des Juifs en Languedoc sous la plume du rabbin itinérant Benjamin de Tudel, Binyamin de Tudela, qui narre dans son carnet de route, dans son Sefer Massaot, qu'il a côtoyé bon nombre de communautés juives florissantes à Lunel, à Posquières, à Montpellier, à Narbonne, etc. Nous disions tout à l'heure que les collectivités juives languedociennes ont été un foyer de culture exceptionnel au XIIe, XIIIe, et qu'elles se sont adonnées aux études bibliques, exégétiques, et qu'elles, effectivement, ont suivi l'arrivée de coreligionnaires andalous qui ont fui les Almohades et trouvé à Lunel et à Narbonne des lettrés locaux capables d'apprécier une culture différente, nourrie de sciences arabes. C'est le cas, par exemple, du lignage non andalou des Meshoulam à Lunel, qui sollicite les Andalous pour traduire le fameux Moreh Nevuchim, le guide des perplexes de Maïmonide, et Yosef Nathan Cohen désignera le fils Thibon, Samuel, qui ne déméritera pas et traduira de l'arabe avec des lettres hébraïques le fameux guide en hébreu, car les Juifs en sud de l'Espagne, en Andalousie, n'avaient pas le droit d'écrire en arabe. Donc, effectivement, nos passeurs de culture ont joué un rôle important, nous l'avons dit. Ce vestige lapidaire du mikvé, effectivement, dont nous parlions à l'instant, il est témoin de la pérennité du judaïsme médiéval. C'est d'ailleurs l'un des deux plus anciens monuments religieux de la ville, avec la crypte Notre-Dame. C'est sans doute le plus beau vestige patrimonial de la présence juive à Montpellier. Il a mérité le statut de monument historique, non seulement comme espace évocateur, mémoriel évocateur de la vie et des coutumes des Juifs installés depuis les débuts de la ville, mais aussi par la qualité de son architecture et de son décor. Car les Juifs sont présents à Montpellier vraisemblablement dès la fondation de la ville en 985, bien qu'il nous faille attendre le début du XIIe siècle et le testament de Guillaume V en 1121 pour avoir la première mention d'une présence juive dans la ville de la montagne. La ville du mont, le mont Pestellario, le mont Pesulano, les Juifs d'ailleurs appelaient Montpellier au Moyen-Âge Ir Ha'ar, la ville de la montagne, Ir HaKodesh, la ville sainte, Har Ga'ash, la montagne de l'agitation. Connu des vieux érudits locaux comme le chanoine, comme Charles d'Aigrefeuille, laissé longtemps en sommeil, redécouvert dans les années 80, il a été restauré lors du millénaire de la ville en 1985, à l'occasion du colloque organisé par Carole Yankou sur les Juifs à Montpellier et en Languedoc, du Moyen-Âge à nos jours. Dans l'immeuble de la rue de la Barallerie, en sous-sol, vous pourrez, avec l'Office de tourisme, admirer un escalier de pierre voûtée qui mène à une salle des habilloirs qui est munie de banquettes. Deux sont médiévales, la troisième a été reconstituée à l'identique dans les années 80. Deux niches murales romanes déjà murées au Moyen-Âge pour entreposer l'éclairage pour éclairer et chauffer. Et une magnifique fenêtre géminée avec une élégante colonnette au milieu à motif floral et végétal. Colonnette assez frustre, mais c'est intéressant de souligner que c'est l'une des rares colonnettes à Montpellier, et Dieu sait qu'il y en a, hein, rue de l'Ancien Courrier, de nombreuses ruelles médiévales de Montpellier. C'est la seule, ou l'une des seules, qui appartient au domaine public. Les autres sont chez des privés, et effectivement, c'est donc intéressant de le souligner. Ce mikvé, ce bain rituel juif du XIIe, a été construit par des architectes chrétiens à la demande de la communauté juive, ce qui démontre une interpénétration culturelle et religieuse entre les frères aînés monothéistes et une porosité entre ces deux collectivités. Il est vrai que les Juifs sont des citoyens de seconde zone, soumis à un certain nombre de discriminations, mais tout de même, à Montpellier, cela se passe un peu mieux qu'ailleurs. Les Juifs, il n'y a pas de ghetto, on ne peut pas parler de ghetto dans le premier quartier juif
de la Barallerie, ni dans le deuxième quartier juif de la rue Salle-l'Évêque, dans le fief épiscopal évêque de Maglone, rue Salle-l'Évêque, sous la, comment dirais-je, protégé par les Guillem du côté de la rue de la Barallerie, parce que ce n'étaient pas des quartiers clos. Ne pas employer le terme de ghetto par anachronisme, le terme apparaît au XVIe à Venise, pas employer le terme de ghetto parce que c'est impropre. Le terme n'apparaît que plus tard. Or là, ce sont des juiveries du XIIIe, XIVe siècle. Alors il est vrai que les juifs ne peuvent pas être propriétaires, mais tout de même, cela se passe un peu mieux qu'ailleurs. Un bémol, il y a 2 plaintes chez les consuls de mer où l'on se plaint des juifs tantôt de l'insalubrité des lieux, cela renvoie au côté sale de l'étranger, il est toujours envoyé à ce côté de saleté, mais cela vaut pour d'autres populations immigrées, soit de l'insalubrité des lieux, du quartier juif, soit de la flamboyance de la synagogue qui se résume, d'après les historiens, uniquement à un luminaire dans la maison de prière, dans la synagogue. Donc voilà pour la description de ce mikvé. Bien évidemment, la fenêtre géminée donne sur la nappe d'eau, sur le bassin d'eau, qui fait 40 CA, c'est l'unité de mesure biblique, qui comporte 7 marches, comme les 7 jours de la semaine. Les 2 premières sont d'époque, les 5 autres ont été reconstituées à l'identique. C'est un mikvé qui, outre sa beauté, subjectivement et objectivement, sa remarquable restauration par la ville, il a échappé aux rugosités du temps, eh bien, effectivement, il pourrait encore être utilisé aujourd'hui. Il ne l'est pas, car c'est un site muséal qui appartient à la ville, mais il remplit toutes les conditions requises par la loi juive. On y voit l'origine du baptême chrétien, ça coule de source. Donc, effectivement, vous pourrez admirer une eau naturelle qui continue à jaillir d'une source phréatique comme il y a 700 ans. Alors, pérennité de l'histoire, ces lieux chargés d'un passé séculaire brillant abritent depuis 2000, grâce à la ville, un institut universitaire maïmonide, devenu Maïmonide Averroès Thomas d'Aquin, pour accélérer, approfondir le dialogue interreligieux, n'est-ce pas? Donc c'est effectivement dans la lignée de la découverte du mikvé une volonté ici de pérenniser ces lieux de mémoire et de travailler sur le Montpellier originel, carrefour civilisationnel, sur le dialogue entre les religions autour, n'est-ce pas, du savoir. L'Institut Maïmonide a activement contribué d'ailleurs à la réalisation de 7 panneaux didactiques offerts aux passants à l'angle de la rue Barallerie du Palais des Guillem qui racontent les riches heures médiévales du judaïsme montpellierien et languedocien. Le savoir-faire de la ville a aidé à ce travail de valorisation du patrimoine et de diffusion de la culture. Alors si Montpellier est en pole position, c'est la capitale, enfin c'était la capitale régionale, mais elle reste quand même une ville importante, il ne faut point oublier d'autres cités, Agde, n'est-ce pas? On y reviendra, avec pour la période contemporaine le camp de l'époque vichiste, Beaucaire. Alors on parlait de Béziers, il y avait 2 quartiers juifs au Moyen-Âge, l'un dans le bourg Saint-Félix et l'autre dans la partie archiépiscopale. On peut parler sur le portail de la cathédrale Saint-Nazaire de Béziers, la représentation de 2 femmes, à gauche Ecclésia, à droite Synagoga, 2 femmes au port altier, triomphant, enfin pour Ecclésia, l'autre voûtée, les yeux bandés, le sceptre brisé pour Synagoga. Ça représente qui est le Vérus Israël, qui est le vrai Israël. Est-ce Ecclésia ou est-ce Synagoga? Vous l'aurez compris en voyant ces 2 femmes. C'est Ecclésia qui est le Vérus Israël, pour employer les termes latins médiévaux. Le vrai Israël, ce n'est pas la synagogue, car elle n'a pas reconnu la messianité de Jésus. Elle a perdu sa patrie originelle, Israël, elle erre de par les nations. Donc vous pouvez voir cette représentation sur le portail de la cathédrale Saint-Nazaire de Béziers. On a à peu près la même chose à Strasbourg, en Alsace. Béziers, on peut parler de Capestan, où il y aurait des fournus des judaïco, des fours, de Carcassonne, quartier, rue, synagogue, cimetière, boucherie. Clermont-Lérault, nous avons été dernièrement sur le site d'une possible synagogue dans le quartier du Rougas, un cimetière également évoqué. À Lacoste, cimetière des Juifs clermontois. À Lodève, il y avait un quartier, une rue, une synagogue, point d'interrogation.
à Lunel. À Lunel, c'était une ville très importante pour le judaïsme. La légende fait état d'une cité fondée par des juifs, un peu peut-être exagéré, mais en tout cas, presque 20% de la population lunelloise au Moyen-Âge était juive. Et il y avait de grands talmudistes. On parlait des Chachmei Lunel, des Chachamim de Lunel, des sages de Lunel. On a parlé tout à l'heure des Meshulam et des Thibons. Marcillargues, il y a eu un mikvé. Millau, une rue des Juifs, un cimetière. Montpellier, on en a parlé. Narbonne, 2 juiveries, une grande et une petite juiverie. Synagogue, cimetière, bain, boucherie, moulin, four, ouvroir, hospice. À Nîmes, il y a une magnifique synagogue du XIXe siècle, qui est toujours utilisée. Un quartine, cimetière, un bain rituel, appelé comme à Montpellier, un piscine des Jusioles, bain des Jusioles, des Juives. À Pont-Saint-Esprit, la rue La Juiverie, un mikvé, point d'interrogation. À Saint-Félix-de-Lodèze, un cimetière entre Gignac et Lodève. À Vauvert, qui s'appelait au Moyen-Âge Posquière, une rue des Juifs. Et on va s'arrêter quelque peu à Vauvert, anciennement Posquière, car au Moyen-Âge, il y avait une grande académie talmudique, une grande académie mystique. Sous la houlette du rabbin Avram, fils de David, Rabad, c'est l'acronyme de Rabbi Avram ben David, le rabbin Avram, fils de David, et de son fils, Isaac l'aveugle. On leur doit beaucoup. Le judaïsme leur doit beaucoup. Pourquoi ? Parce que s'ils n'ont point créé la Kabbale, c'est-à-dire le mysticisme juif, Kabbale en hébreu veut dire réception, Kabbalah. La réception. Ce n'est pas la Kabbale chrétienne, ce n'est pas la de Pic de la Mirandole, par exemple, ce n'est pas la Kabbale de Madonna, ce n'est pas faire une Kabbale contre quelqu'un, c'est le mysticisme juif, la réception, effectivement. Alors c'était une tradition orale, et les Juifs sont très inspirés, très imprégnés par le milieu chrétien environnant, et couchent noir sur blanc sur parchemin des traditions anciennes. Donc ils imitent les chrétiens, et ils donc produisent les premiers documents kabbalistiques de l'histoire de l'humanité. Voilà pourquoi Vauvert est importante pour le judaïsme. Il y a une rue des Juifs, je crois, ou une rue des Juifs, rue Jusatari. Villeveyrac, cimetière, installation en 1265 du collège de Valmagne dans le faubourg de Saint-Guilhem, sur l'emplacement d'un ancien cimetière juif. Pézenas, où longtemps on a pu lire ghetto, or c'est un terme impropre, anachronique, mais en tout cas, il y avait une implantation juive. Certains ont parlé de grosses communautés, mais je crois que c'était environ 40 juifs. C'est pas énorme, qui vont prendre le chemin de l'exil au XIVe siècle. Pézenas, Latte, il y avait effectivement une communauté juive à Latte, non loin de Montpellier, au Kellar, à Émargues, etc. C'est dire effectivement que le Languedoc était très enjuivé. Bon, ni dans le mauvais ni dans le bon sens du terme, mais en tout cas, il y avait de fortes communautés qui vont disparaître, pas totalement, avec l'expulsion des monarques français. Et ça se passe mieux pendant la période aragonaise et mallorquine, mais les rois de France vont chasser les Juifs. Alors il y a un intérêt économique, on les expulse pour garder leurs biens, on les rappelle parce qu'on en a besoin, et on les réexpulse. Pour des raisons aussi religieuses, vous pouvez comprendre, puisqu'ils ne sont pas chrétiens, ils ne veulent pas embrasser la foi dominante. Voilà, donc la France expulse tôt ses Juifs, mais elle est le premier pays en Europe à les émanciper avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, avec la Révolution française. La France est le premier pays en Europe à émanciper les Juifs et tout le monde. Le deuxième dans le monde après les États-Unis d'Amérique. Les Juifs sont expulsés en 1306, ils vont en Catalogne. Ils sont expulsés une dernière fois en 1394, ils vont dans le Comtat venessin, où certains vont écrire le Marzeur de Montpellier, où là, ils auront la vie sauve, protégés par le pape d'Avignon, qui les tolère, qui les protège comme l'évêque de Maglone parce que Jésus, mais qui les frappe d'infamie dans le vêtement, dans l'habitat. Là, on peut parler presque de ghetto parce que Judas. Mais comme on dit certains historiens, c'était des disputes entre juifs dans l'Antiquité, et Judas n'est pas plus juif que Jésus. Je ferme la parenthèse. Donc effectivement, ici, nous avions de fortes communautés juives, pour la plupart très intellectualisées, Montpellier, philologie, médecine, Lunel, pour aller vite, Talmud, Posquière, Kabbale. À Montpellier, ils avaient le monopole des sourriers et des étoffes, et si on va plus loin, ils avaient le monopole des amandes à Aix-en-Provence.
et presque du corail à Marseille. Puisque nous sommes dans la cité phocéenne, restons-y un petit peu, même si on mord un peu sur la région voisine. En Provence médiévale, il subsiste de belles séries d'archives. Dans cet ancien comté indépendant jusqu'à la mort du roi René, la minorité juive a eu un siècle de sursis, puisque les juifs vont être expulsés en 1501. Et pourtant, hormis des rues juiveries nombreuses dans villes et villages, il ne subsiste guère de vestiges aussi flamboyants que ceux de Montpellier. Donc, sans chauvinisme aucun, Montpellier a de la chance. Enfin, ils l'ont provoqué, hein, la chance. Il y a eu des historiens, il y a eu une ville de Montpellier qui s'est intéressée à ces lieux de mémoire. On a commencé avec Georges Frêche, puis sous Hélène Mandrou et maintenant avec Philippe Sorel, qui a mené les fouilles avec Christian Markiewicz l'été dernier, pour mettre à jour l'ensemble synagogal médiéval, les restes de cet ensemble qui est quasi unique, n'est-ce pas, en Europe. L'on a longtemps cru que des façades de synagogues médiévales subsistaient dans les quartiers juifs de Draguignan et de Tretz, mais des investigations récentes de l'INRAP optent plutôt pour des devantures de demeures bourgeoises. En dépit de ces constats, la mémoire orale persistera à voir en ces lieux topographiquement assurés des vestiges médiévaux. Nous parlions du comtat venessin, cette enclave pontificale non française jusqu'à la Révolution, qui aujourd'hui fait partie de la belle Provence. Alors, c'est effectivement, dans l'actuel département du Vaucluse, une présence juive sans césure jusqu'à la Révolution française. Dans cette enclave papale qui a offert des terres refuges pour les juifs voisins exilés, leur présence résiduelle, témoignant de la vérité christique, s'organise à partir du XVIe dans 4 habitats fermés, les Arba Keilot, ou 4 communautés saintes d'Avignon, de Carpentras, de Cavaillon et de l'Île-sur-la-Sorgue. La résidence obligatoire courant XVe fut distincte des quartiers juifs ouverts languedociens ou provençaux médiévaux. On peut parler presque de ghetto, mais le terme adéquat est celui de carrière. Carrière comme caille, caillé en Espagne, en Catalogne, n'est-ce pas? La rue. L'espace imposé annonçait l'enfermement du ghetto du XVIe à Venise, sous tutelle tatillonne des évêques et légats pontificaux. Alors, grâce à la longue durée, des vestiges cultuels ont pu subsister, les synagogues de Carpentras et Cavaillon, mais ils ont moins de mérite qu'à Montpellier, puisqu'il y a une présence continue de juifs. Bon. Mais effectivement, c'est sans doute les plus anciennes et les plus belles, si on met de côté les vestiges de Montpellier. Elles sont édifiées sur des emplacements médiévaux. Des annexes communautaires, fours, bains rituels à proximité immédiate de la synagogue sont repérables à Carpentras, dont on vient de fêter le 650e anniversaire. Bravo, Daniel. Alors Carpentras, effectivement, si vous allez dans le comtat, je vous engage à aller admirer cette magnifique synagogue qui est dans l'axe principal de la Juiverie. Elle fut muée en chapelle après l'expulsion de 1322 et se trouve rue Vieille-Juiverie au sud-est de la ville. Le culte fut transféré en 1367 dans un bâtiment voisin ouvert sur 2 rues qui correspond à la partie centrale de l'édifice présent. Et l'actuelle synagogue résulte d'une transformation au XVIIIe siècle. Elle est de toute beauté. Elle a à l'intérieur non pas le dôme et la coupole. Le dôme, c'est l'extérieur, la coupole, c'est à l'intérieur, de couleur bleue avec des étoiles. C'est le ciel étoilé, car les Juifs n'avaient pas le droit d'édifier une maison de prière plus grande que l'église. C'était des querelles de clocher. Il ne fallait pas que la synagogue dépassât, accent circonflexé, l'église. Hein, bon. Alors les Juifs ont trouvé la parade, ils ont peint le dôme en bleu. On a à peu près la même chose à Prague, où là les Juifs ont procédé différemment, ont creusé dans le sol pour avoir une hauteur de vue plus importante que celle des chrétiens. Voilà comment les Juifs et les chrétiens s'amusaient aussi au Moyen-Âge. Donc pour cette synagogue de Carpentras, il y a aussi un bain rituel, mais ce ne sont que les fondations qui sont médiévales. Et puis, il n'est pas cachère, il n'est pas apte à l'utilisation. Des bains rituels à Carpentras, à Cavaillon, appelés bagnadou ou cabussadou, n'est-ce pas, sont sans doute médiévaux, offrent peu de repères chronologiques. À Pernes-les-Fontaines, non loin de là, au sous-sol d'une maison de la vieille Juiverie, on a un bagnadou privé, desservi par un escalier voûté qui a été comblé. Un curetage a rétabli la circulation de l'eau. Il est antérieur à 1569 et ce bain a suivi le modèle de 1709 de l'Île-sur-la-Sorgue.
Dans le 17e des textes signale dans chaque carrière, dans chaque quartier juif, donc le four, dévolu à la confection du pain azime, au Pascal, lors de la Pâque juive, surnommé coudol, n'est-ce pas, que les chrétiens appréciaient selon Frédéric Mistral. La boulangerie de Carpentras est composée d'un grand fournil et de 2 fours et a conservé une table en marbre de 1651. D'autres annexes abritent l'école, la salle du conseil et de la communauté. La synagogue comprend une guéniza, appendice pour les livres sacrés hors d'usage. Une des plus belles et plus anciennes guénizas, c'est celle du Caire, sur laquelle a beaucoup travaillé l'universitaire Paul Fenton. À Cavaillon, ce dépôt fut retrouvé intact en 1969 dans les combles. À Carpentras, en 1993, des sondages ont révélé la guéniza dans un sous-sol dont la terre humide a détérioré les livres. Nul doute qu'il y en a une à Montpellier dans la synagogue au Moyen-Âge. Le cimetière de Carpentras abrite des sépultures du XIXe en bon état, souvent regroupées dans des carrés familiaux ceints de grilles en fer forgé, aux noms juifs comtadins. Alfandéry, Beaucaire, Bédaride, Carcassonne, Cavaillon, Crémieux, Digne, Lisbonne, Lunel, Lyon, Mérargues, Millau, Monteux, Mossé, Moïse donc, Naquet, Valabrègue, Vidal-Naquet. Voilà pour cette première partie consacrée, n'est-ce pas, à ce patrimoine, l'ivresse, patrimoine lapidaire, ces lieux de mémoire juifs du Midi, ce glorieux passé immémorial redécouvert. Deuxième volet, il y en a 3 en tout, une galerie de portraits de grandes figures juives intellectuelles. Alors, comment ne point nommer Adolphe Isaac Crémieux, qui a joué un rôle prééminent et qui a été effectivement, tant pour la France que pour le monde juif, une figure de premier plan. C'est le fils de David Crémieux, marchand de soieries, et de Rachel Carcassonne. On voit que dans la patronymie, ça renvoie à la région, n'est-ce pas ? Isaac Moïse dit Adolphe Crémieux fait son droit à Aix-en-Provence. En 1817, il se heurte à la question du serment du Moré judaïco, qui doit se maintenir en France jusqu'au décret de l'Assemblée nationale, octroyant aux Juifs l'égalité civile et politique en 1790-91. Les tribunaux de l'Est continuent à infliger ce serment infamant. Il faudra attendre 1846, après d'autres pétitions émanantes du consistoire central alsacien des grands rabbins, pour que la Cour de cassation l'abolisse. Et pour Crémieux, cette étape marque la complète émancipation des Juifs de France. Avec l'affaire de Damas, c'est une accusation de meurtre rituel qui renvoie au Moyen-Âge. Parmi les griefs à l'endroit des Juifs, il y avait l'empoisonnement de puits, l'accusation de meurtre rituel et peuple déicide. Meurtre rituel, c'est quoi ? En 2 mots, les Juifs tueraient un enfant chrétien pour lui prendre le sang et l'introduire dans la réalisation du pain azime. Bon, c'est une accusation chrétienne médiévale, mais qui existe encore dans des pays arabo-musulmans et dans des pays de l'ex-bloc soviétique. Je ferme la parenthèse. Après avec l'affaire de Damas, qui est une accusation de meurtre rituel, en 1840, son action en faveur des mortaras, baptême et rapt d'enfants juifs à Bologne en 1858, le fameux décret Crémieux, que certains connaissent peut-être ici, à son nom, en octobre 1870, confère la qualité de citoyen français aux Juifs d'Algérie. Citoyen français aux Juifs d'Algérie. Ce fameux décret, relèvement des communautés juives orientales par le biais de l'Alliance israélite universelle, dont il fut président, émancipation des Juifs des Balkans, il a beaucoup œuvré pour l'émancipation des Juifs de Roumanie, parmi de nombreux autres engagements. Crémieux sera projeté sur le plan international et deviendra le défenseur des Juifs persécutés à travers le monde. Les Juifs d'Algérie et de Roumanie lui doivent beaucoup. Mais si c'était que ça c'eût été assez, non content d'avoir œuvré pour ces coreligionnaires persécutés ou non émancipés en Algérie et en Roumanie, il a œuvré aussi pour l'émancipation des Noirs des colonies françaises. On parle beaucoup de Victor Schœlcher, mais il faut rendre hommage également à Adolphe Isaac Crémieux. Bien évidemment, il le rappelle en 1866 à Bucarest, en Roumanie, devant le gouvernement roumain, soulignant qu'un juif français membre du gouvernement provisoire a contribué à abolir l'esclavage des Noirs des colonies françaises. À Nîmes, il existe aujourd'hui un centre Adolphe Isaac Crémieux.
Bernard Lazare, de son vrai nom Lazare Bernard, qui est issu d'une famille du Midi, qui est le fils de Jonas Bernard, marchand tailleur, et de Noémie Rouget, qui prit son nom de plume en 1888 en changeant l'ordre, Bernard Lazare. C'est un athée pétri de culture classique qui aspirait à monter à Paris pour percer dans les lettres et qui participe vite grâce à son cousin Ephraim Michael au Mardi de Mallarmé. Il est rétif aux problèmes juifs, fustigeant l'immigration des Juifs d'Europe de l'Est. Il fait paraître en 1894 l'antisémitisme, son histoire et ses causes, conçu ainsi, je cite, « ni une apologie ni une diatribe, mais une étude impartiale ». Alors on est 5 ans après la création du terme antisémitisme par Wilhelm Marr. L'antisémitisme contemporain, ce n'est pas l'anti-judaïsme médiéval. Il y a eu une émission ce matin sur France Culture, parler un petit peu de cela. L'affaire Dreyfus va changer radicalement notre Bernard Lazare. Et souvent, pour des juifs intégrés, assimilés, c'est le retour de l'antisémitisme qui réveille les origines juives. C'était le cas pour Théodore Herzl, le fondateur du sionisme politique moderne. C'est le cas pour Bernard Lazare. L'affaire Dreyfus le change. Jadis juif assimilé, la conscience aiguë de son judaïsme l'habite désormais. Il se jette dans l'affaire Dreyfus, prêt à briser les résistances du côté des partisans de Drummond, avec lequel il se battit en duel, mais aussi auprès des Juifs optant pour la réserve. Sa brochure « Une erreur judiciaire, la vérité sur l'affaire Dreyfus », qui date de 1896, devance de 3 ans le fameux « J'accuse » de Zola. Il participe au 2e congrès sioniste de l'ère moderne à Bâle en 1898. Il rencontre Théodore Herzl, le journaliste viennois, qui, après avoir vu la dégradation de Dreyfus, écrit en une nuit Der Judenstaat, l'État des Juifs, mal traduit par l'État juif. C'était un juif assimilé, correspondant de la Neue Freie Presse, le journal viennois, qui assiste à l'affaire Dreyfus et qui entend non pas mort à Dreyfus, l'histoire montrera qu'il était innocent d'ailleurs, mais mort aux Juifs. En 2014, dans les rues de Paris, on a entendu mort aux Juifs. Et bien là, lors de l'affaire Dreyfus, on entend mort aux Juifs. Il se dit comment, dans la patrie des droits de l'homme, après la déclaration, on entend mort aux Juifs. Et si les Juifs continuent d'être stigmatisés, persécutés, etc., ils ne seront jamais chez eux en Europe. Il leur faut donc un État. Il leur faut donc un État. Au début, peu lui importer la localisation, un sionisme sans Sion. Petit à petit, il va se résoudre à Sion, c'est-à-dire l'origine du peuple juif. C'est une légitimité historique, topographique, archéologique, tout ce que vous voulez. Mais au départ, Théodore Herzl était partisan d'un sionisme sans Sion, d'un État juif ailleurs qu'au Proche-Orient. Il rencontre Théodore Herzl, Bernard Lazare, et effectivement, ils vont converser ensemble de l'universalisme socialiste au particularisme nationaliste. Sa mutation radicale s'explique par les méfaits de l'antisémitisme, la découverte des masses gueuses de l'Europe de l'Est et sa foi anarchiste. Lazare va rompre avec Herzl, divergence entre fortes personnalités. Il commence alors la dernière étape d'un destin scellé par des voyages à travers les communautés juives d'Europe de l'Est, par le rejet de l'antisémitisme, par l'amitié avec Péguy, qui est un Dreyfusard de la première heure, et sa collaboration au Cahier de la Quinzaine, dont il fut l'inspirateur. L'été 1900, l'opinion publique fut sensible à l'exode des Juifs roumains, les fils guéhières ou émigrants à pied, les Juifs misérables errant dans les gares et ports des pays voisins, inquiètent les autorités turques, les autorités serbes, bulgares et hongroises. Bernard Lazare publie l'émigration juive de Roumanie dans l'aurore du 9 août 1900 et l'oppression des Juifs dans l'Europe orientale, les Juifs en Roumanie, Cahier de la Quinzaine en 1902. Dans cette tribune, en 1903, il prendra la défense des Juifs algériens face à l'antisémitisme et jusqu'au bout, il défendra les Arméniens. Rongé par un mal incurable, il va s'éteindre en novembre 1903, à 38 ans, jeune, avant d'avoir achevé le fumier de Job. Alors, des témoignages dédiés à sa mémoire, le plus admirable reste sans nul doute celui de Charles Péguy. Un tiers de notre jeunesse est consacré à son cher Bernard Lazare. Je cite, devant Carole, « cet athée ruisselant de la parole de Dieu ». Rue de Bernis, en face de l'hôtel de Bernis, au numéro 2, une plaque gravée témoigne de l'histoire du premier défenseur du capitaine Dreyfus, à Nîmes. C'est dans cette maisonnée qu'a grandi Bernard Lazare. En abordant le jardin de la Fontaine de Nîmes, pour ceux qui connaissent
cette belle cité, par la porte est, juste après le bâtiment sanitaire, se trouve sur la droite un rocher et à demi caché par la végétation, une plaque qui commémore l'emplacement de l'ancienne stèle de Bernard Lazare. En juillet 1939, une main inconnue cassa à coups de marteau, n'est-ce pas, le nez de Bernard Lazare pour l'offrir à Charles Maurras comme presse-papier. Depuis, lors de la statue profanée, est connue à Nîmes sous le nom de Desnaza. Ces mutilations se répéteront, elle sera dynamitée ou démontée pendant l'occupation allemande. On peut citer rapidement aussi Albert Cohen. Qui ne connaît pas Albert Cohen, écrivain français, à qui l'on doit Manche-Clou, qui a été adapté à Montpellier dans les années 80, Belle du Seigneur aussi. On peut citer effectivement André Suarez, qui a vécu entre Marseille et Saint-Maur-des-Fossés. Cet esprit libre, nourri de culture grecque, de philosophie, religion, sciences, politique, peinture. On peut et on doit citer Armand Lunel, qui a beaucoup travaillé avec son compatriote éco-religionnaire Darius Milhaud, juif comtadin comme lui, puisqu'il lui écrira le fameux livret, c'est-à-dire le texte de l'opéra Esther. Et d'ailleurs, elle sera créée effectivement, je ne sais plus si c'est en Israël ou à la Scala de Milan, en Israël, et il y aura une représentation dans les années 50 aussi à la Scala de Milan. Un très bel opéra de Darius Milhaud, qui est l'un des plus grands compositeurs français de musique classique. Armand Lunel et Darius Milhaud, et oui, l'un ne va pas sans l'autre. Né le 9 juin 1892, 50 boulevard du Roi Arnay, élève au lycée minier dont il fut le condisciple, avant de devenir l'ami du futur compositeur Darius Milhaud, né la même année. Après son baccalauréat, Armand Lunel monte à Paris. Avec Darius Milhaud, il rentre au conservatoire de la rue de Reux. Et après effectivement, tandis que lui, entre au lycée Henri IV, où il sera l'élève du philosophe Alain. Il est reçu à l'École normale supérieure, agrégé de philosophie à 22 ans. Il fait un an d'enseignement au lycée minier. Il enseignera la philosophie à Avignon, puis en 1920 à Monaco, où il fera carrière. C'est le chantre du judaïsme comtadin, auteur de romans dont Niccolò Peccavi ou l'histoire de Dreyfus à Carpentras. On lui doit Jérusalem à Carpentras, et bien d'autres prix. Grand Prix littéraire de Provence. Son dernier ouvrage sera récompensé par le prix Gobert d'histoire de l'Académie française. Les Juifs du Languedoc, de la Provence et des États français du Pape en 1976. Il va décéder en 1977 à Monaco. Il était jovial, conteur au verbe plein de malice et à la plume alerte, fin gastronome. Il est le paradigme du provençal, épris de ses terres, conscient de ses racines juives comtadines, un israélite, chantant la geste de ses ancêtres avec gourmandise et une gouaille toute méridionale. Avec Milhaud, il a produit des opéras au succès international immédiat. On parlait d'Esther, mais on peut parler aussi d'Orphée aux Enfers en 1920, David en 1952, un opéra en 5 actes représenté à Jérusalem pour fêter les 3000 ans du célèbre roi, puis repris en 1956, à la Scala di Milan. Une rue Armand Lunel a été inaugurée à Montpellier en 1982 par le professeur René Samuel Sirat, alors grand rabbin de France, en présence du député-maire de l'époque, Georges Frêche, des filles d'Armand Lunel, à l'occasion du colloque organisé par Carole Yankou sur Armand Lunel et les Juifs du Midi. Et on doit beaucoup à Carole Yankou le nom de cette rue Armand Lunel. On peut citer également Jules Isaac, n'est-ce pas, qui effectivement est le fondateur de l'amitié judéo-chrétienne en 1948, qui a beaucoup œuvré avec le pape Jean XXIII au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour passer de l'enseignement du mépris, ou plutôt de l'enseignement de l'ignorance, à l'enseignement de la connaissance entre juifs et catholiques, entre frères aînés monothéistes. Cela va aboutir, bien évidemment, avec ces discussions entre le pape et l'historien, aux accords Vatican II et au Concile Nostra Aetate. Et aujourd'hui, les relations sont apaisées entre juifs et catholiques, entre juifs et protestants aussi. Le pape Jean XXIII lance le processus le vendredi saint 1959, pendant la cérémonie officielle, réclamant l'abandon dans la prière pour les juifs des mentions pro perfidis iudeis, juifs perfides, qui est une mauvaise traduction de perfide qui veut dire incroyant et non pas le sens galvaudé perfide.
juif perfide et perfidie judaïque. Rendez-vous compte que pour le lundi de Pâques, on s'agenouillait pour tous les peuples opprimés de la terre, sauf pour le peuple juif. C'était quand même gros pour une religion issue du judaïsme. Donc ce sont des décisions porteuses d'espoir pour le monde juif. Il sera encouragé, bien évidemment, à obtenir une audience papale le 13 juin 1960 et réclame la condamnation de l'enseignement du mépris. On lui doit Jésus et Israël en 1948, la genèse de l'antisémitisme en 1956, ainsi que les fameux manuels Mallet Isaac. Une rue Jules Isaac a été inaugurée à Montpellier en 1983 dans le quartier de la Pompignane. Comment ne point parler à Montpellier de Marc Bloch pendant la Seconde Guerre mondiale, ce médiéviste probe, rigoureux, qui a subi les affres de la judéophobie, de la peur du juif, de l'antisémitisme, de la haine du juif, qu'il décrivait ainsi, je le cite, « poison subtil, contagieux, polyfiltrant ». Frappé par les lois iniques du gouvernement de l'État français de Vichy, lui qui était si français, décoration de 1914, mobilisation volontaire en 1939, il sera exclu de la fonction publique en octobre 1940, fort de l'arsenal législatif répressif nazi et vichiste, puis relevé de déchéance pour service exceptionnel rendu à la France, détaché en 1941 à la faculté des lettres de Montpellier, suite au repli de l'université de Strasbourg, il s'installe avec les siens sur la belle place de la Canourgue médiévale, au 5 rue Sainte-Croix. L'accueil lui fut épouvantable. On parlait récemment lors d'une conférence du professeur Andréani à l'Institut Maïmonide du doyen Flich, qui l'a reçu, qui était, je le cite, maréchaliste et antisémite. Dixit Marc Bloch. Malgré cette humiliation, Marc Bloch va rester à Montpellier, entrant effectivement en résistance sous les pseudonymes successifs de Fougère et de Benjamin, Harpagon, Chevreuse et Narbonne. Une autre épreuve va l'attendre, c'est la spoliation, le rapt, n'est-ce pas, de sa bibliothèque. Ses candidatures au Collège de France vont se heurter à un mur et il a pu écrire, je le cite, « Les coups qui m'auront atteint le plus profondément sont des balles non pas allemandes, mais françaises. » Dans sa lettre testament en mars 1941, s'il refuse en non-croyant que fussent, je cite, réciter les prières hébraïques sur sa tombe, en revanche, il disait, toujours, j'affirme, donc s'il le faut, face à la mort, que je suis né juif, dans un monde assailli par la plus atroce barbarie, la généreuse tradition des prophètes hébreux, que le christianisme, en ce qu'il eut de plus pur, repris pour l'élargir, ne demeure-t-elle pas une de nos meilleures raisons de vivre, de croire et de lutter ? À Montpellier, Marc Bloch a participé donc à la résistance avec la création du mouvement Combat en zone sud, que rejoignent Pierre-Henri Teitgen, Jean-Rémy Palanque, et il retrouve d'ailleurs son collègue de Strasbourg, le germaniste anti-nazi, n'est-ce pas, Edmond Vermeil, de Congénie, dans la Vaunage, cette zone géographique près de Nîmes. Ils se réunissent, ces trois-là, en 1941 dans le Cercle d'études de Montpellier, occupé au renouveau de la France. Son rôle de patron des mouvements unis de résistance de Lyon le perdra. Le 16 juin 1944, Marc Bloch, parmi 30 prisonniers du fort Montluc, sera fusillé dans une prairie près de Saint-Didier-de-Formans. La dernière image assez floue que je conserve de mon père, je cite son fils Étienne, est celle d'un monsieur emmitouflé dans son pardessus sur le quai de la gare de Montpellier, un jour de décembre 1942. Sur le monument aux morts de l'université Paul Valéry Montpellier 3, son nom figure qui rappelle ce meurtre odieux. On peut parler de Walter Benjamin, rapidement, n'est-ce pas, qui est l'auteur de Paris, capitale du XIXe, d'œuvres d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, sur le concept de l'histoire. On peut citer Claude Lévi-Strauss aussi. Et comment ne pas conclure, pour cette deuxième partie, sur ce symbole fort de la renaissance de la culture juive depuis une cinquantaine d'années dans le Midi, par effectivement l'achat du Marzor dont je parlais tout à l'heure en préambule, qui fut présenté lors de la belle exposition Sofer Scribe, écriture sacrée hébraïque, co-organisée par la ville, les archives, le Musée d'art juif de Paris et l'Institut Maïmonide en 2010, ici même, en ces murs. Ce recueil liturgique, j'en ai parlé, est relativement exceptionnel. Il a été analysé par des exégètes bibliophiles tels que Luzzatto, Halberstam et Montefiore,
au XIXe siècle. Les mentions marginales à l'encre bleue sont d'Alberstam et désignent les auteurs des différents piyutim, c'est-à-dire des poèmes liturgiques, parmi lesquels les poètes languedociens, provençaux, espagnols, qui témoignent par là de brassage culturel tangible. La contribution, pour clôturer cette deuxième partie, de la minorité juive du Midi méditerranéen au développement de ces régions d'accueil ne se limite pas, n'est-ce pas, à l'enrichissement intellectuel, mais relève aussi des spécialités gourmandes, des calissons d'Aix, pour ceux qui aiment les calissons. Les Juifs, en effet, au Moyen-Âge, avaient à Aix-en-Provence le monopole des amandes. Et on parlait tout à l'heure d'Armand Lunel, et j'ai omis de vous préciser qu'il a également écrit les amandes d'Aix. Quand vous mangerez des calissons, vous aurez donc une pensée pour ces Juifs aixois qui avaient le monopole des amandes, mais leurs coreligionnaires ou coreligionnaires fraîchement convertis au christianisme ont continué, n'est-ce pas, non pas à judaïser en cachette, mais en tout cas à amener des drogues douces d'Amérique du Sud, puisqu'ils sont à l'origine, ces premiers chrétiens de Bayonne et d'ailleurs, de l'introduction en métropole des drogues douces que sont le café, le tabac et le cacao. On le doit à des chrétiens d'origine juive. Voilà pour clôturer cette deuxième partie. Pour cette dernière partie, la troisième, je vais être plus court, effectivement, les lieux tragiques et des heures sombres de l'occupation qui figurent dans le tome 1 d'Ombre et Lumière du sud de la France de Christian Amalvier aux Indes savantes. Dans les lieux tragiques des heures sombres de l'occupation, bien évidemment, il nous faut parler du camp d'Agde. Sur la carte du Tour de France de la mémoire a souvent été oublié le camp d'Agde, camp de sinistre renommée. Ce camp agatois a été édifié bien avant la Seconde Guerre mondiale pour accueillir des réfugiés de la guerre civile espagnole, mais il va effectivement devenir pendant la guerre et la Shoah une prison où, sur près de 6 000 internés, 3 000 seront juifs. Mais il n'y avait pas que des représentants de la loi mosaïque, il y avait également des démobilisés, des travailleurs indochinois, des tchécoslovaques, des tziganes. Bon. La destination première fut l'accueil des réfugiés espagnols. Les autres, alors il y avait des étrangers, 25 nationalités, dont 344 Français et 288 apatrides, qui vivaient dans des îlots appelés camps des internés civils. Suite à la mise en place dès 1940 par le gouvernement de l'État français de Vichy d'un arsenal législatif répressif assez terrible, puisqu'il y a eu des centaines et des centaines de lois, ordonnances, décrets, où d'ailleurs la notion raciale du juif est plus lourde que dans le système nazi, par Vichy. Donc effectivement, l'arsenal législatif répressif, étrangers puis français, 1845 personnes seront internées au camp agatois, dont 411 juifs, appartenant, hormis les apatrides, à 12 nationalités. Le nombre global des internés s'élève à près de 6 000, dont 305 enfants de moins de 3 ans, fin 40. Les effectifs vont ensuite diminuer à 4 836 le 6 janvier 1941. Alors les conditions de vie étaient pénibles, vous pouvez aisément l'imaginer, tant du point de vue de l'hébergement, de la nourriture que de l'hygiène. Le rabbin Chili de Montpellier, qui est le premier docteur de la loi depuis l'époque médiévale, a dénombré lors de sa visite au camp 1300 juifs, dont 500 femmes et 400 enfants, parmi lesquels 80 de moins de 2 ans. Les hommes sont logés dans 4 baraques, les femmes dans 5 baraques. Dans son rapport, il souligne la très mauvaise situation matérielle du camp et la séparation des familles. Le camp d'Agde n'est qu'un camp de transit. Par la suite, les Juifs seront effectivement déportés vers le camp de Rivesaltes, qui est l'antichambre de Drancy, puis ensuite Drancy, puis ensuite les camps d'Allemagne, Auschwitz, de Pologne, de Tchécoslovaquie. Alors, effectivement, le 15 mars 1941, le camp d'Agde est vide d'internés civils. Il va accueillir à nouveau des Juifs lors des rafles du fatidique été 1942. Une rue, 3 stèles et un monument sont signalés sur Google. La rue se situe sur l'emplacement même du camp, qui n'existe plus. Il y a un collège René Cassin. La ville a effectivement entrepris un travail de mémoire important. Il y a une plaque qui rappelle ces moments douloureux. Et effectivement, des historiens autodidactes ont beaucoup œuvré pour la mémoire de ce camp agatois. Je parlais à l'instant de la rafle du 26 août 1942. Vous n'êtes pas sans savoir
qu'il y eut des rafles en France. Dannecker, l'un des hauts dignitaires nazis, a demandé à Vichy son quota, son comptant de juifs. Bon, alors les autorités vichistes vont fournir des populations juives et vont même faire du zèle en donnant les enfants que les nazis ne demandaient pas. Ce qui fait qu'il y aura effectivement 76 000 juifs qui seront déportés. Toutefois, il faut préciser que 75% des juifs de France ont eu la vie sauve. Et ils le doivent, pour beaucoup, à l'action méritoire de populations non juives, catholiques, protestants, agnostiques, libres penseurs, qui ont aidé ces juifs dans le besoin, certains pour des raisons idéologiques, par exemple les communistes, même à l'époque, communistes juifs, même combat, des chrétiens, catholiques et protestants, venant en aide aux frères aînés, dont notamment les protestants, suite à l'appel du pasteur Bugner. Mais effectivement, beaucoup de juifs n'ont pas pu aussi échapper au moment trouble. La grande rafle du 26 août 1942, qui eut lieu dans le département et à Montpellier, donc, sur une ordonnance allemande, sur un fichier qui a été établi par Vichy, sur 1010 juifs qui devaient être raflés, seulement 416, 419 l'ont été. Pourquoi? Donc échec partiel de la rafle. Parce que des policiers, gendarmes ont prévenu les juifs de l'imminence d'une rafle. Et certains n'ont pas cru, sinon on eût pu parler d'échec total. On doit beaucoup à la préfecture de l'Hérault, à Camille Ernst, dont la ville et la préfecture ont rendu hommage avec 2 plaques. Une plaque dans la cour de la préfecture, une plaque Camille Ernst dans le quartier Beaux-Arts Boutonné. Cette rafle qui eut lieu le 26 août 1942 à l'aube est effectivement nos populations juives qui seront placées au camp Agatois en fin de journée, puis ensuite, effectivement, à Rivesaltes, à Noé, à Recébédou, à Drancy, puis dans les camps de l'Est. Cela renvoie, ce sauvetage de ces quelques juifs, de l'action de certains gendarmes, à la mémoire des justes du Midi. Quiconque sauve une vie, sauve l'univers tout entier. C'est une devise talmudique inscrite sur la médaille des justes. Victimes des lois iniques nazies occupantes et du régime français de Vichy, les populations juives ont bénéficié dans le combat pour la survie de l'aide d'une partie de la population héroltaise. Pour Montpellier, le professeur Antonin Balmès, les sœurs protestantes Adjé, Jeanne et Marie, le pasteur Gounel, les religieuses dominicaines du monastère des Tourelles, le père Paul Parguet de la paroisse Sainte-Bernadette. Arrêté en mars 1944, il fut torturé à la villa Saint-Antonin, à côté de l'ancien siège des archives départementales. Et il a connu, pauvre homme, le système concentrationnaire nazi. Un autre homme d'église doit être mentionné, l'abbé Prévost, qui a soutenu Sabina Zlatine, la monitrice de la colonie des enfants réfugiés de l'Hérault. L'histoire retiendra sous le nom de colonie des enfants d'Isieux, puisqu'ils ont été arrêtés par Barbie à Isieux. Il a aidé Sabina Zlatine à sortir des enfants juifs du camp d'Agde. Elle a pu sortir sous sa capeline de la Croix-Rouge 300 enfants juifs et 30 enfants de tziganes. Chapeau. Bon, c'est moi qui le dis. Donc effectivement, le père Prévost et Sabina Zlatine, dans les contreforts cévenols, on doit citer la ville de Ganges, qui était dans le Gard, qui aujourd'hui est dans l'Hérault, et rappeler le couple exemplaire des Pascal, Georges et Lucie, et d'autres encore, Cévennes, terre de refuge, et effectivement, de nombreux protestants ont eu une attitude exemplaire. Mademoiselle Fabre, aussi dans sa maison bédaricienne, qui a caché un couple de médecins, les Weiler. Enfin, le cas le plus célèbre de solidarité agissante est celui de Marie-Antoinette Paillerès et de ses filles Paulette et Renée, qui ont accueilli en 1942 une petite fille, Diane Popovski, sortie du camp d'Agde par Sabina. Elle est restée dans sa famille d'adoption lorsque son père, survivant des camps, n'a pas été le cas de sa mère, est revenu la chercher avec son oncle, et ensuite ont immigré au Canada. Paulette fut l'été 1943 monitrice des enfants d'Isieux, où elle a pris de nombreuses photos qui ont permis à
Serge Klarsfeld, d'identifier un grand nombre des 44 enfants martyrs. Elle a témoigné au procès Barbie à Lyon. Serge Klarsfeld, quand il s'est occupé effectivement du procès Barbie, il a été longtemps plus facile en France de juger Barbie que de juger Papon, Touvier et Vichy. Eh bien, il savait qu'il y avait une monitrice à Montpellier, enfin à Isieux, mais qui était de Montpellier, qui avait pris des photos. Donc il a fait passer une annonce dans Midi Libre, et c'est ainsi qu'il a pu retrouver la trace de la famille Paillarès-Parisel. Elle a été faite, cette famille, juste parmi les nations, par l'État d'Israël et la ville de Clapier. Voilà quelques noms, une liste non exhaustive de justes, Camille Ernst, dont j'ai parlé, bien évidemment. La France occupe le 3e rang au niveau des justes parmi les nations, environ 4000. Le 3e en Europe. Le 1er et 2e, je crois que c'est la Pologne et les Pays-Bas. Mais la Pologne, c'était quand même le premier pays juif d'Europe, ou presque, si on met de côté l'URSS. La France occupe le 3e rang en Europe et le président de la République Chirac avait rendu hommage en 2007 à ces justes de France et a instauré une journée commémorative, la journée des crimes racistes et antisémites et d'hommage aux justes de France, chaque été autour du 16-17 juillet. Je poursuis effectivement ces lieux tragiques de mémoire. Sète et l'Exodus. À l'été 1947, le 11 juillet, le navire président Warfield est rebaptisé Exodus 47 pendant la traversée, en hébreu Yetzirat Europa Tachaz, Exode de l'Europe 5707, qui correspondait à l'année hébraïque, n'est-ce pas, à transporter des Juifs et immigrants en toute clandestinité du vieux continent vers la terre promise, alors la Palestine sous mandat britannique. Eh bien, tout s'est tramé à la préfecture de l'Hérault à Montpellier, mais ils sont partis de Sète. Tout s'est tramé à Montpellier, mais aussi à Marseille. Ça a été rappelé cet été pour le 70e anniversaire du départ de l'Exodus de Sète, qui au début du XXe, Sète s'orthographiait C-E-T-E. À son bord de l'Exodus, des populations survivantes de la Shoah, 4500 réfugiés juifs d'Europe centrale, en quête d'un pays d'accueil depuis 1945. À sa tête, deux fortes personnalités restées à la postérité, le capitaine de l'Exodus Heike Aronovitch et le commandant Yossi Harel, de son vrai nom Yosef Hamburger. Alors, l'un des deux a été immortalisé grâce à la fiction de film d'Otto Preminger, je crois, Exodus, avec un scénario de Dalton Trumbo, qui avait été victime du macartisme, et sous les traits du beau Paul Newman, tout jeune. Avant d'atteindre les côtes proche-orientales, le navire est arraisonné par la marine royale britannique et renvoyé en France, puis en Allemagne. Bon nombre de passagers sont déjà des survivants des camps de la mort, donc vous imaginez ce qui se passe, une grève de la faim. L'écho de cet événement aura indubitablement une incidence sur le vote de l'ONU, plan de partage entre un État juif et un État arabe en 1947, puis sur la création de l'État d'Israël en 1948. Et ce drame a mis en lumière l'histoire de l'immigration juive illégale en Israël, l'Aliabet, qui voit le jour dans l'entre-deux-guerres. Donc, je disais que l'été dernier, une cérémonie en présence d'autorités civiles, militaires, françaises et israéliennes a eu lieu à Sète pour rappeler cet événement important pour l'histoire de France et l'histoire de l'Europe et l'histoire d'Israël, le départ de l'Exodus. On parlait tout à l'heure du camp d'Agde, rapidement le camp d'Émile, même si c'est en Provence. Vous savez qu'il y a eu également un camp de sinistre renommé, le sinistre Mémoire, près d'Aix-en-Provence. Plus de 10 000 personnes de 38 nationalités ont été emprisonnées. Et durant l'été 1942, 2000 hommes, femmes et enfants juifs furent déportés d'Émile vers Auschwitz. Aujourd'hui, l'État a réalisé un magnifique mémorial, peu sur l'exemple, bien qu'il soit antérieur, de celui de Rivesaltes, avec une action pédagogique intéressante. Qui est passé par ce camp d'Émile, près d'Aix-en-Provence ?
Max Ernst, Ferdinand Springer, Wolz. Et oui, donc ce mémorial a été créé en 2012 en présence du Premier ministre de l'époque, Jean-Marc Ayrault. L'honneur des Justes du Midi, la ville de Moissac, qui a réussi à sauver tous ces enfants juifs, c'est un cas unique. Après 1945, après cette Seconde Guerre mondiale terrible pour les Juifs, puisque sur 9 millions de Juifs à la veille de la guerre, 6 millions vont être exterminés, les 2/3 des Juifs d'Europe. Il est revenu à des pionniers le mérite d'avoir ouvert le champ des études juives médiévales. Dès 1946, Robert Anschel, dans Les Juifs de France, paru à Paris en 1946, laisse une sorte de plan de travail aux chercheurs en suggérant de multiples moyens d'investigation. Et son chapitre « Toponymie juive » ouvre des pistes pour le Midi et recense toutes les rues de Juifs sur le territoire français. Il y avait une rue des Juifs à Montpellier. Ce n'est pas la rue de la Baralerie, c'est l'actuelle rue de la Vieille Intendance, qui s'appelait, si vous regardez le cadastre, avant, la rue des Juifs. Dans son sillage, 10 ans plus tard, le Viennois Bernhard Blumenkrantz vient stimuler la recherche sur les Juifs de France au Moyen-Âge. Les œuvres maîtresses de cet historien, dont le Juif médiéval au miroir de l'art chrétien en 1966, ouvrent de larges perspectives pour l'histoire des Juifs de France et dans le Midi naturellement. Tant au sein de son équipe CNRS, fondée en 1970, la Nouvelle Gallia Judaica, qui a longtemps été abritée rue de la Baralerie, que par sa collection franco-judaïco, il a contribué au renouveau d'après-guerre des études juives. À retenir, art et archéologie des Juifs en France médiévale en 80, dans l'inventaire archéologique de fin d'ouvrage, offre une recension alphabétique ville par ville d'une documentation diverse, archives, cadastres, histoire locale, qui appelle à l'étude et à la quête de découverte. Au sein de cette école parisienne s'impose le nom de Gérard Naon, qui fait partie d'ailleurs du comité scientifique de l'Institut Maïmonide Averroès Thomas d'Aquin, à qui l'on doit les inscriptions hébraïques et juives de France médiévale. 2 ouvrages majeurs, en conclusion, ont paru cette décennie. Le patrimoine juif européen, qui est le résultat du colloque au musée d'art juif qui s'est tenu en 1999, édité par Max Polonowski, chez Peters en 2002, et l'archéologie du judaïsme en France et en Europe, édité par Paul Salmona et Laurent Sigal, qui est le résultat d'un colloque qui s'est tenu au même lieu, au MAGE, qui est paru en 2011 aux éditions La Découverte. Je vous remercie.